Elle venait d'avoir 6 ans, mais avait déjà appris à prendre soin d'elle-même et des siens. Son univers se limitait à l'immensité de la steppe. L'été, elle faisait paître les moutons, l'hiver, elle ramassait le fumier. Pas de jouets, pas d'internet. Pas même une enfance digne de ce nom. Les autres enfants de son âge jouaient encore dans la boue et réclamaient de nouveaux jouets, tandis qu'elle comprenait déjà ce qu'était la responsabilité et le poids de l'existence. Elle savait que sa grand-mère avait le dos malade, que sa mère peinait trop. Alors jamais elle ne se plaignait, jamais elle ne pleurait. Son plus grand rêve était d'aller à l'école, de changer son destin par le savoir. Pourtant, le destin ne lui accorda pas davantage de tendresse, en récompense de sa sagesse. Bien au contraire, il ne cessait de semer la tempête, sur les espoirs qu'elle venait d'allumer. Cette année-là, elle venait d'avoir 7 ans, et apprenait tout juste à écrire le premier caractère de son prénom. Elle n'avait pas encore eu le temps de franchir les portes de l'école, que le destin la contraignait déjà à connaître la séparation, la douleur et la mort. Et pourtant, elle ne pleura pas. Elle détourna simplement la tête avec obstination, les yeux grands ouverts, s'efforçant de retenir ses larmes. Ce documentaire fut diffusé en 2006. Au fil des années, sa note n'a jamais baissé et demeure solidement établie à 9,7. Pourtant, si l'on considère la qualité d'image, elle est grossière et floue, voire quelque peu dépassée. Quant au titre, il semble d'une banalité sans attrait. Mais lorsque l'on se recueille, et que l'on se laisse absorber par le film, on découvre que dans ces séquences en apparence ordinaires, voire monotones, se cache la vérité la plus nue de l'existence. Le réalisateur, avec respect et compassion, a consigné avec retenue et douceur la vie quotidienne de la petite Puji et de sa famille sur la steppe mongole. Authentique, simple, rude pourtant chaleureuse, résiliente et résignée. Le film ne cherche pas à amplifier les émotions, mais transmet dans sa quiétude la ténacité de la vie et la force qui naît de l'humilité, laissant le spectateur longtemps habité par le souvenir, et nous poussant sans cesse à interroger, dans ce monde vaste et silencieux, quel est le sens véritable de la vie? L'histoire se déploie lentement sur l'immense steppe mongole. Sous le ciel d'azur résonnent les appels mélodieux des troupeaux. Une fillette de seulement 6 ans est assise sur un puissant cheval, sa silhouette fragile trahissant une maturité bien au-delà de son âge. Elle brandit son petit fouet et fait seule paître des centaines de bêtes, le regard perçant et concentré, pareil à un jeune lion intrépide sur la steppe. Sekino, un explorateur japonais de passage, fut profondément saisi par ce spectacle, et ne put s'empêcher de lever son appareil photo pour saisir la fière allure de cette petite bergère. Lorsque Sekino tenta de s'approcher pour photographier, la fillette se raidit aussitôt, le visage tendu, se plaçant devant le troupeau comme une petite adulte, avertissant que les chevaux pourraient blesser l'étranger. Mais son regard rebelle et hautain ouvrit sans le vouloir une histoire qui émouvrait des millions de cœurs. Sekino suivit les traces de la fillette et parvint jusqu'à son foyer. C'était une yourte traditionnelle, au toit rond de feutre blanc, dressé sur la steppe. La grand-mère âgée accueillit chaleureusement le visiteur venu de loin. C'est ainsi qu'il apprit que cette courageuse petite fille se nommait Puji. En mongol, ce prénom signifie « fille du ciel née un jeudi », un enfant béni par les cieux. Cependant, Sekino ne tarda pas à remarquer que sur le visage de Puji, à peine âgé de 6 ans, se cachait un chagrin qui ne convenait pas à son âge. Au cours de leur conversation, la grand-mère révéla les malheurs récents qui avaient frappé la famille. Peu de temps auparavant, les 39 chevaux de la famille avaient été volés par des brigands, sans laisser de traces. Pour des nomades dont la subsistance dépend entièrement de l'élevage, perdre ses chevaux revenait à perdre son gagne-pain. Un coup terrible. Le père de Puji était parti travailler en ville quelques années plus tôt et n'était jamais revenu. La mère, pour retrouver les chevaux volés, était partie seule à leur recherche. Depuis plus d'un mois, aucune nouvelle. Il ne restait au foyer que le grand-père octogénaire, la grand-mère septuagénaire, ainsi que Puji et son petit cousin de 2 ans, comptant les uns sur les autres. Les grands-parents, âgés et fragiles, le fardeau de tenir toute la famille, reposait provisoirement sur les frêles épaules de Puji. En contemplant la fillette, assise sous la lumière tamisée de la yourte, Sekino ne put retenir son émotion. Le jour, elle chevauchait pour mener paître les bœufs et les moutons. Elle ramassait du bois et nourrissait le bétail. Elle était devenue la petite maîtresse de maison. Son va-et-vient incessant entre la steppe et la yourte rendait difficile de croire qu'elle n'avait que 6 ans. Sekino admirait sincèrement l'habileté et la maturité de Puji. Pourtant, derrière cette sagesse précoce se cachait la pression accablante de la vie. Pour cette petite fille résiliente, s'occuper des bêtes n'était point son désir profond. Dans ses échanges avec Sekino, Puji, contemplant au loin les troupeaux qui broutaient sur les collines, exprima sa pensée avec une candeur empreinte de détermination. S'occuper des bêtes, ça ne mène à rien. Était un jour de quitter la grande steppe pour aller à l'école, étudier, et découvrir le monde plus vaste qui se trouvait au-delà. Alors que d'autres enfants considéraient encore l'école comme une corvée, Puji, à peine âgée de 6 ans, comprenait déjà que l'instruction signifiait changer de destin. Lorsqu'on lui demanda quel métier elle rêvait d'exercer, elle répondit avec gravité: devenir institutrice. Se cachait sa soif de savoir et son aspiration à une vie meilleure. En un clin d'œil, nous voici à la mi-novembre. La première neige de l'hiver tomba sur la steppe. Les années précédentes à cette époque, la famille de Puji avait déjà migré vers les pâturages d'hiver. Mais comme la mère était partie chercher les chevaux et ne revenait pas, le moment propice avait été manqué. Ils avaient raté le délai pour transhumer à temps. La neige tourbillonnante recouvrit la steppe. Le vent glacé soufflait, la température chutait. Dans l'étable rudimentaire, les veaux et les agneaux tremblaient de froid. Puji, contemplant les petits animaux frissonnants, avait le visage empli d'inquiétude. Pourtant, à 6 ans à peine, hormis s'angoisser, elle ne pouvait rien faire d'autre
Au crépuscule, la mère qui cherchait les chevaux rentra enfin. Des années passées sous le vent et le soleil de la steppe lui donnaient, à peine trentenaire, un visage marqué par les intempéries, face à Sekino et à l'objectif. Cette jeune mère paraissait timide et réservée, mais salua chaleureusement l'invité. La petite Pugy, en revoyant sa mère après un mois d'absence, laissa éclater un sourire qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Pour elle, le retour sain et sauf de sa mère était le plus grand cadeau que le ciel pouvait offrir. Bien qu'elle n'ait toujours pas retrouvé les chevaux perdus, la mère restait optimiste. Sur son visage sculpté par les éléments, flottait en permanence un sourire simple et sincère. Et d'Ankimei, la mère avait 32 ans cette année-là, mais des années de vie rude sous les éléments lui donnaient une apparence bien plus âgée que son âge réel ne le laissait supposer. Mais aux yeux de Pugy, elle demeurait la plus belle et la plus douce des mères au monde, celle qui d'ordinaire était rebelle et indépendante. Cette petite Amazone qui chevauchait et fouettait l'air, se glissait alors timidement derrière sa mère, retrouvant une pudeur longtemps enfouie. Ce long voyage avait coûté bien des souffrances à la mère. Elle avait erré en dormant à la belle étoile, trouvant parfois refuge chez des nomades, mais dormant le plus souvent sur la steppe aux côtés des chevaux. Pour retrouver ses bêtes, elle était allée jusqu'aux confins de la frontière, revenue les mains vides. Elle n'avait cependant pas abandonné tout espoir, et prévoyait de repartir après 2 jours de repos. En cette soirée de retrouvailles entre mère et fille, toute la famille se réunit pour partager un repas, un rare bonheur. La mère avait même rapporté des friandises pour Pugy et son petit cousin. Sous la lumière jaune et pâle, la grand-mère contemplait la scène avec un sourire apaisé. Pour cette famille nomade éprouvée par tant d'épreuves, tant que la famille était réunie, les plus grands obstacles pouvaient être surmontés. Cette nuit-là, la yourte embaumait la chaleur. En parlant de l'avenir avec Sekino, elle déclara d'un ton résolu qu'au printemps suivant, elle enverrait Pugy à l'école coûte que coûte. Elle espérait que Pugy puisse bien étudier, pour ne pas avoir à garder les bêtes toute sa vie comme elle. Dans ces mots simples transparaissait l'espoir ardent d'une mère. On peut souffrir, mais pas les enfants. On peut être pauvre, mais les enfants doivent étudier. En cet instant, Sekino perçut profondément la ténacité qui habitait cette famille, et leur aspiration vers l'avenir. Sekino proposa de prendre une photo de famille pour immortaliser le moment. En entendant cette proposition, la famille ne put dissimuler sa joie mêlée de timidité. Il ne s'était jamais fait photographier, et pour cette toute première photo, ils endossèrent les somptueux habits traditionnels mongols, qu'ils ne portaient qu'à l'occasion du Nouvel An. Sous le ciel d'azur, la famille se tenait debout sur la neige immaculée. Les aînés et les enfants, vêtus de leurs riches caftans mongols, affichaient un sourire candide devant l'objectif, quelque peu gêné. Au clic de l'obturateur, les visages souriants de toute la famille se figèrent dans la photographie. Personne n'aurait pu imaginer que des années plus tard, cette photo deviendrait le souvenir le plus précieux de la grand-mère pour le restant de ses jours. Ce jour-là, Edankimei amena un petit cheval blanc. Et généreusement, elle déclara vouloir l'offrir à Sekino. Sekino ne comprit pas d'abord, et fit un tour à cheval en pensant qu'on le lui prêtait. Mais lorsqu'il réalisa qu'Edankimei lui offrait ce cadeau, il fut à la fois surpris et ému. Cependant, son prochain voyage le menait en Afrique, et il ne pouvait emmener le petit cheval avec lui. Il demanda donc à la mère de Pugy de s'en occuper en son absence, et promit de venir le chevaucher à son retour. Il s'engagea aussi à rapporter un cadeau, en guise de remerciement lors de sa prochaine visite. La mère éclata d'un rire franc, et demanda à Sekino, sur le ton de la plaisanterie, s'il ne pouvait pas chevaucher jusqu'en Afrique. Tout le monde rit de son humour. Finalement, Sekino accepta ce précieux témoignage d'amitié, mais laissa le véritable cadeau sur la steppe. 2 jours plus tard, la tempête de neige cessa enfin. Un soleil longtemps absent inonda la steppe de lumière. L'air était pur et limpide. Le ciel de la steppe mongole était redevenu serein. Il s'apprêtait à partir pour les pâturages d'hiver. Sekino, lui aussi, devait poursuivre son voyage. L'heure de la séparation arriva fatalement. Avant le départ, la grand-mère servit à Sekino un bol de thé au beurre fumant. Elle évoqua à nouveau l'avenir de Pugy. L'éducation est très importante. Sans instruction, la vie sera très dure. On finira par mener une existence dépourvue de sens. Personne ne sait si la Mongolie pourra vivre uniquement de l'élevage à l'avenir. L'instruction vaut toujours mieux que la vie de berger. Le nombre de bergers ne cesse de diminuer. Pugy ferait mieux d'aller à l'école. Sinon, elle vivra durement comme moi. C'est en étudiant qu'on s'ouvre un bel avenir. La vieille femme, le cœur serré, lui recommanda de faire attention sur la route et l'invita à revenir au printemps suivant. Après avoir tout préparé, la famille de Pugy monta dans un camion en direction des pâturages d'hiver. Ils agitèrent la main en criant au revoir. La mère aussi brandissait le piège à cheval en guise d'adieu. Sekino resta longtemps debout sur place sans partir. Le temps s'envola. Plusieurs mois s'écoulèrent depuis la séparation, mais Edankimei n'avait jamais oublié cette amie venue de si loin. Le nouvel an approchait, et elle écrivit spécialement une carte de vœux qu'elle confia à quelqu'un pour l'envoyer au Japon, à Sekino. Le papier de la carte était légèrement jauni, l'écriture soignée mais chaque trait trahissait une solennité profonde. On pouvait y lire: comment allez-vous? Nous allons tous bien. Êtes-vous bien rentré au Japon? Nous avons passé un bel hiver. Il fait froid, mais votre cheval noir et blanc s'en est très bien sorti. Nous n'avons toujours pas retrouvé les chevaux volés. Pugy va entrer à l'école cette année. Elle ne cesse de parler de vous. C'est une nouvelle année. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, santé et bonheur. Veuillez faire traduire cette lettre en japonais. Edankimei. Pas de mots raffinés, pas de phrases émouvantes. Seulement le salut le plus sincère d'une mère de la steppe, chaque mot tracé avec soin et force. Chaque ligne empreinte d'une tendreur qui venait du plus profond du cœur. L'hiver s'acheva en un tour de main, et la saison des fleurs arriva comme prévu. Sur la steppe, la glace fondait, l'herbe naissante perçait le sol. Les agneaux gambadaient de joie, la vie renaissait partout. Sekino tint sa promesse, et au printemps de l'année suivante, il remit les pieds sur cette steppe.
Après maintes étapes, il parvint à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. Et la première chose qu'il fit fut d'acheter une petite console de jeux électroniques. Lors de leur dernière séparation, Sekino avait demandé à Puji quel cadeau elle souhaitait. La petite fille avait timidement mentionné qu'elle voulait un ordinateur pour jouer à des jeux. Bien que Sekino craignît que la jeune Puji ne devienne accro aux jeux vidéo, il avait soigneusement choisi une console portable avec de petits jeux. Pour lui faire la surprise. Porté par la joie de la retrouvaille et le cadeau préparé, Sekino revint une fois de plus devant la yourte familière. Il reconnut de loin le petit cheval blanc qu'Edankime lui avait offert. Une silhouette descendait lentement du versant voisin. C'était Puji. Après un an sans se voir, elle avait grandi. Mais ses joues étaient bien plus amaigries. Sekino la salua chaleureusement. Mais Puji semblait méconnaissable. Elle se contenta d'acquiescer. Sekino mit d'abord cela sur le compte de la timidité, due à la longue séparation. Mais il remarqua avec attention que sur le visage de la petite Puji s'était ajoutée une sérénité et une mélancolie inattendue. Sekino regarda autour de lui, sans apercevoir les silhouettes familières. お父さんとお母さんはどこ行ったの？いや、夢を一緒に入ったさ。 푸지야 키와 루스방? Le petit cousin de Puji avait aussi beaucoup grandi, et pouvait désormais aider à garder le troupeau. Peu après, un homme arriva. お父さん。 Puji ne répondit pas tout de suite. Sekino prit l'initiative d'aller le saluer, sans doute parce que c'était leur première rencontre. L'homme ne comprenait pas bien qui était Sekino. 日本からやってきました。関野って言います。いい話して関野口も前に前担当にてここの息子さんですいつに担当の中でプージェのお母さんはあなたの奥さんじゃないんですか？ 부지기 예전나 우리 친나 기다리고 싶어지 기시에 미니 익죠 거예요. C'était donc l'oncle de Puji. L'homme s'appelait Seijin. Il avait 30 ans. Son visage allait dégager une simplicité et une bonté naturelle. プージェの本当のお父さんはどこにいるんですか？ 부지가 이진 가오나 또 하니 근데 도와묵다가 중央圏にいます 지역圏 람바토르 도와묵 어산바토르 잡힐 람바토르の近く中央圏に いっぱい働いてるんですか？ 된다 진짜요 네. プージェのお母さんは 부지기 예전 했지만이네 도우였습니까? 今日帰ってくるんですか？ 네 오늘 들이 이제 후지 알아 이렇게 가.夜多分帰ってくると思います C'est alors que la grand-mère Suren rentra. Malgré son âge avancé, son enthousiasme n'avait pas faibli. Son visage portait un sourire depuis longtemps disparu. Mais ce sourire semblait désormais habité par une mélancolie. Elle invita Sekino chaleureusement à entrer dans la yourte, puis alluma le feu pour se réchauffer. プージェのお母さんは町行ってるんですね。 부지기 예전에 어떤 하나가 매이지 어떤 요지 머리는 썩쳤다. 해줘. 누가 자도 와. 사람 나이 드는 교회. 残念ですけどもブージのお母さんが馬から落ち 하라고요. て亡くなってしまいました 이 멋지시대. 이 멋지시. Il contemplait cette photo sans parvenir à reprendre ses esprits, incapable apparemment de croire que cette femme chaleureuse, simple et bonne, avait quitté ce monde. La vie est imprévisible. On s'était promis de se revoir au printemps. Sans imaginer que la séparation serait éternelle, le visage ridé de la grand-mère était couvert de sourires. Mais en tant que mère, survivre à son enfant est l'une des douleurs les plus terribles qui soient. À côté, Puji revit le souvenir de la mort de sa mère. Son jeune visage portait une lueur d'obstination. Elle détourna la tête, comme pour cacher sa fragilité intérieure. Sekino se souvint que lors de sa première visite, la famille avait dit que le père de Puji était allé en ville. N'était-ce pas aussi une formule voilée? Cela signifiait-il que le père de Puji, lui aussi, était mort depuis longtemps? Et cette expression, aller en ville, était pour Puji un mensonge bienveillant. On avait dit à la petite Puji que maman était allée en ville, et qu'elle reviendrait bientôt. Pourtant les adultes savaient bien que ce prétendu aller en ville était une formule euphémique pour un départ sans retour. Le père de Puji avait connu le même sort. Cette fillette, si jeune encore, avait subi coup sur coup les coups les plus durs du destin. En l'espace de quelques mois, sa mère mourut dans un accident. Peu après, son grand-père qui lui était si cher, succomba à la douleur d'avoir perdu sa fille. La yourte autrefois animée perdit soudain toute joie et tout rire. Devenant silencieuse et vide, la grand-mère raconta lentement les circonstances de la mort de sa fille. C'était un jour après l'entrée en hiver. La mère de Puji avait appris qu'un jeune berger qui l'avait aidé à retrouver ses chevaux avait un parent âgé tombé malade. Elle enfourcha donc son cheval pour lui rendre visite. Mais sur le chemin du retour, la nuit était déjà tombée et la route s'était couverte de verglas. Le cheval de la mère glissa soudain sur la glace et la projeta violemment au sol sans qu'elle pût se préparer. Plus malheureux encore, un autre cheval affolé piétina son corps en passant. Quand la mère parvint à regagner le foyer en se traînant, elle était couverte de blessures, avec de violentes douleurs à la poitrine et au ventre. Les proches, la voyant blessée, mais sans blessure apparente, pensèrent que quelques jours de repos suffiraient. Pourtant, après quelques jours, l'état de la mère se détériora brusquement. Fièvre persistante, respiration faible. Il était évident que des organes internes étaient gravement touchés. Ce n'est alors que la famille commença à paniquer. Ils appelèrent immédiatement les secours. Mais dans la tempête de neige, l'ambulance ne parvint pas à venir dans les 2 jours. Ils rappelèrent les secours. Mais cette fois encore, personne ne vint. La grand-mère et l'oncle, au désespoir, empruntèrent le vieux pick-up d'un voisin.
et traversèrent la nuit caotante pour conduire la mère à l'hôpital. 12 jours s'étaient déjà écoulés depuis sa chute de cheval. Arrivée enfin à l'hôpital de la ville, les médecins la refusèrent parce qu'elle n'avait pas d'assurance, et ne pouvait pas payer les frais de traitement exorbitants. Ce soir-là, repoussée aux portes de l'hôpital, la mère de Pugy s'éteignit dans une douleur et un désespoir sans fin. Après ce récit déchirant, un silence profond envahit la yourte. Les yeux de Sekino brûlaient. Il n'aurait jamais pu imaginer que cette jeune mère qui lui avait souri quelques mois plus tôt, en lui promettant d'envoyer ses enfants à l'école, avait quitté ce monde pour toujours. Sekino se souvint que peu après leur séparation, il avait reçu une carte de vœux du Nouvel An envoyée par la mère de Pugy. À bientôt, prends soin de toi, ces mots écrits de la main d'Edankime revenaient flotter devant ses yeux, mais l'encre était encore fraîche que l'écrivain n'était déjà plus. Dans les premiers jours qui suivirent la mort de la mère, Pugy se réveillait en pleurs presque chaque nuit. Elle pleurait jusqu'à n'avoir plus de larmes avant de s'endormir d'épuisement. Pendant plus de 10 jours, aucune amélioration. C'est l'oncle qui la consola jour après jour, et elle finit par aller un peu mieux. Beaucoup se demandent, les éleveurs n'ont-ils pas des vaches et des moutons? Alors pourquoi ne peuvent-ils pas payer les soins médicaux? Mais sur la steppe, si le bétail représente la richesse, ce n'est pas un capital qu'on peut convertir en argent à tout moment, surtout en hiver. Le bétail perd beaucoup de sa valeur, les marchés sont à l'arrêt et il est impossible de vendre. Et des pâturages à l'hôpital. Il faut souvent une journée entière de route. Et quand on arrive, on a non seulement raté le meilleur moment pour se soigner, mais il faut encore affronter la règle glaciale de l'hôpital, payer avant d'être soigné. Plus prosaïquement, beaucoup de bergers ne cotisent pas à l'assurance maladie. Aller à l'hôpital en ville signifie assumer la totalité des frais soi-même. Ce qu'ils connaissent, ce sont les rythmes du vent et de l'herbe, la cadence de la transhumance et du pâturage. Mais dès qu'ils sont happés par les rouages du système moderne, ils se rendent compte qu'ils n'atteignent même pas la ligne de départ. Sekino sortit de son sac la photo de famille prise lors de la dernière séparation. La grand-mère prit la photo. Ses doigts tremblants caressèrent le visage souriant de sa fille, et les larmes coulèrent. Qui aurait pu penser que cette photo de famille rayonnante serait la dernière image de la mère et du grand-père? Bien que ces photos puissent raviver la douleur des proches, elles sont désormais le seul lien avec ceux qu'on a perdus. Pugy, en sanglotant, se glissa pour regarder les photos, comme si elle replongeait dans l'image, où elle se blottissait dans les bras de sa mère. Cette petite fille qui riait de tout son cœur, en voyant Pugy retrouver enfin le sourire. Sekino sentit un soulagement discret. Il sortit la console de jeu soigneusement préparée. L'oncle resta à ses côtés, et ensemble ils découvrirent la nouvelle console. Il lui apprit patiemment comment y jouer. Des rires depuis longtemps absents résonnèrent à nouveau dans la yourte. L'enfant endeuillé oublia enfin, l'espace d'un instant, sa tristesse, et sous la garde des siens, retrouva une expression d'innocence. Quelques jours plus tard arriva le jour de la rentrée scolaire de Pugy. Selon la coutume mongole, la grand-mère se leva tôt, et avec des rubans rouges et des fils de soie, tressa soigneusement 2 belles nattes à sa petite fille, aux pointes desquelles elle noua de grandes fleurs de tissu rouge, cousues de la main de la mère avant sa mort. Les fleurs écarlates ondulaient doucement dans le vent, rehaussant le joli visage de l'enfant, d'une beauté saisissante. Pendant la période scolaire, Pugy logeait chez des parents en ville et faisait la navette chaque jour pour aller en cours. Le premier jour, son cousin aîné l'accompagna à l'école. Tôt le matin, l'air de la steppe était encore vif. Mais au cœur de Pugy régnait une chaleur. Elle qui n'avait pas franchi les portes d'une école depuis des années, avait un petit visage où se mêlaient excitation et nervosité. Elle franchit le seuil de la classe qu'elle avait tant rêvé d'atteindre, sans doute parce qu'elle avait mûri trop tôt. Pugy se montra étonnamment calme dès son premier jour d'école. En classe, elle écoutait le professeur, et dans ses yeux limpides brillait la soif de savoir et le rêve d'un avenir meilleur. Pourtant, dehors, devant la porte de la classe, l'oncle n'arrivait plus à contenir son émotion. Lui qui n'avait jamais mis les pieds dans une école, et ne comprenait pas que l'éducation puisse changer un destin. Il appela doucement l'enseignante à la porte, et lui demanda à voix basse. L'oncle Ségin offrit des bonbons pour célébrer sa rentrée. Il était si heureux qu'il n'avait pas pu attendre la fin des cours. Depuis le jour de la mort de sa mère, Pugy avait soudainement beaucoup grandi, mais aussi forte et capable qu'elle put être. Aux yeux de Ségin, elle restait cette petite fille qu'il fallait protéger. Le lien précieux que sa sœur avait laissé. Cependant, Pugy ne savait pas que ce jour même de son entrée à l'école tombait exactement le 49e jour après la mort de sa mère, ce qu'on appelle localement le jour du 7e set des funérailles. Dans la steppe mongole existe une croyance ancienne, selon laquelle, pendant les 3 années suivant la mort d'un proche, les enfants ne doivent pas se rendre sur la tombe pour pleurer, car leurs larmes inonderaient le chemin de la réincarnation des parents et empêcheraient les défunts de marcher en paix sur la route de l'au-delà. La grand-mère connaissait bien cet interdit. C'est pourquoi ils s'opposèrent fermement à ce que Pugy aille sur la tombe de sa mère. La grand-mère et l'oncle se rendirent sur la colline où reposait la défunte. Ils déposèrent sur la tombe un bouquet de fleurs jesant, symbole de force et d'espérance. Ils allumèrent un bâton d'encens, priant pour que l'âme de la défunte trouve la paix. Les 2 adultes, autour du monticule de terre fraîchement amoncelée, dispersèrent quelques bonbons et produits laitiers, espérant que ces douceurs adoucissent la vie de leur fille dans l'autre monde. L'oncle, en pensant à sa sœur dont la présence restait si vivace, ne put retenir ses sanglots. La grand-mère, d'ordinaire si forte et souriante, pleurait elle aussi sans retenue. Le ciel semblait s'acharner avec une cruauté particulière sur cette famille. L'hiver qui leur avait ravi un proche n'était pas encore terminé, que la steppe fut frappée par une tempête de neige d'une ampleur sans précédent. Un vent glacial hurlant, chargé de grains de neige, sévit pendant plusieurs jours. Tout le plateau mongol sombra dans un froid extrême. Durant ces 2 dernières années, le climat était devenu anormal. Été et automne furent secs et sans pluie. Printemps et hiver apportèrent d'incessants portant un coup dévastateur à la survie des nomades. Lors de cette catastrophe naturelle, des millions de têtes de bétail bovins, ovins, chevaux périrent de froid et de faim dans toute la Mongolie. Les cadavres jonchaient la steppe à perte de vue. La famille de Pugy, accablée par la pauvreté, n'avait pas les moyens d'acheter le fourrage de secours vendu à prix élevés par le gouvernement. Ils ne purent que regarder, impuissants, leur bétail s'effondrer un à un. Après le désastre, les troupeaux qui avaient été si nombreux n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ces épreuves à répétition laissèrent la famille sans même
même la force de pleurer. L'atmosphère dans la yourte devenait chaque jour plus lourde. Pourtant, face à cette nature si impitoyable, cette famille résistante ne fut pas totalement brisée. Les gens de la steppe ont toujours cru en ce dicton. L'hiver passe, le printemps vient, après l'amertume vient la douceur. Survivre, telle est la conviction simple et tenace des éleveurs nomades. Ayant traversé le long hiver, le printemps finit par revenir sur la steppe mongole. La catastrophe avait emporté de nombreuses vies, mais ne put arracher aux survivants leur amour de la vie. Dans cet environnement hostile, le peuple de la steppe continuait de vivre avec ténacité et optimisme. Ils se veillaient les uns les autres, s'entraidaient dans l'épreuve, forgeant dans la tempête des liens d'une profondeur inébranlable. 2 années s'écoulèrent encore. Ce printemps-là, avant de partir pour l'Afrique, Sekino vint pour la 3e fois sur la steppe mongole, pour rendre visite à cette famille qui hantait ses pensées. La steppe, purifiée par les épreuves, renaissait à la vie. C'était un véritable épanouissement printanier. Sekino aperçut de loin la yourte qui se dressait non loin de là, le cœur partagé entre la joie et l'appréhension. Il s'inquiétait pour la famille de Pugy, ne sachant pas si elle avait su surmonter le chagrin. Lorsqu'il arriva à cheval devant la yourte, ce n'est plus la petite fille timide d'autrefois qui vint à sa rencontre, mais une silhouette déterminée et souriante. Pugy avait mûri depuis 2 ans. Elle avait alors un peu plus de 8 ans, avait bien grandi, et son visage avait retrouvé son sourire candide. Les années n'avaient pas effacé son innocence. Bien au contraire, cette petite fleur de la steppe était devenue plus résistante encore. En apprenant que Sekino allait venir, la grand-mère avait tout préparé à l'avance. Le peuple mongol est réputé pour son hospitalité légendaire, et Sekino était désormais considéré comme un membre de la famille. Pour accueillir leur hôte venu de si loin, la grand-mère avait spécialement tué un mouton bien gras. Dans la brise printanière, elle installa le chaudron de fer, pour y mijoter un savoureux ragoût d'agneau. Ce jour-là, le ciel de la steppe mongole était serein, et l'air frais portait le parfum du bouillon de viande. La famille et Sekino s'assirent en cercle sur l'herbe, devant la yourte, savourant le délicieux agneau et le thé au lait, sous le ciel bleu. Le visage de Pugy rayonnait d'un sourire radieux et innocent. La grand-mère et l'oncle ne cessaient d'inviter leur hôte à manger et à boire. Ce bref instant de retrouvailles était d'une beauté parfaite, comme si toutes les souffrances endurées s'étaient évanouies. Avant la tombée de la nuit, Sekino accompagna Pugy pour une promenade sur la steppe. Tous deux marchaient côte à côte sur l'herbe moelleuse. Dans la lueur du couchant, la petite Pugy découvrit soudain un bouquet de petites fleurs jaunes éclatantes au bord du chemin. Mais changeant aussitôt d'avis, elle sourit. Dans ces paroles d'enfant, si simples, se cachait une intuition profonde sur le cycle de la vie. Les fleurs de la steppe qui fanent et renaissent suivent l'ordre même de la nature. Une fleur qui se fane fait le bétail bien dodu. N'est-ce pas là une autre forme d'accomplissement? Sekino, en l'écoutant, fut profondément touché. Cette fillette devant lui, si jeune, avait déjà appris à regarder, avec un regard serein, les gains et les pertes de l'existence. Après une longue promenade, Sekino demanda solennellement à Pugy: pour la première fois, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? J'aimerais apprendre le japonais. Et devenir traductrice un jour. Sekino laissa échapper un sourire ému. Le moment de la séparation arriva une fois encore. Sekino s'apprêtait à partir en Afrique pour poursuivre son voyage d'exploration. On ne savait pas quand il pourrait se revoir. La grand-mère ne se résignait pas à voir partir cette hôte si chère et lui prépara de ses propres mains un grand paquet de viande séchée pour le sustenter en route. À l'intérieur de la yourte, au moment des adieux, l'atmosphère était empreinte de mélancolie. 3 années de visite avaient fait de Sekino un véritable membre de la famille aux yeux de la grand-mère. Comment ne pas pleurer en le voyant partir? Cette femme d'ordinaire si forte et vaillante avait les yeux rougis à présent. Elle répétait sans cesse, dans une vie d'homme: chaque rencontre est la dernière. Il le savait bien, que toutes les rencontres en ce monde sont de retrouvailles après une longue absence, et que toutes les séparations sont peut-être des adieux éternels. Nul ne peut prédire, en se quittant aujourd'hui, si le destin leur accordera de se retrouver un jour. Le temps passa. 4 nouvelles années s'écoulèrent. Sekino acheva enfin son voyage en Afrique, pour honorer la promesse faite autrefois à la famille de Pugy. 5 années s'étaient écoulées depuis leur première rencontre. Avant son départ, Sekino avait demandé à quelqu'un de porter un mot à la grand-mère, la prévenant de son arrivée prochaine. Il avançait sur la steppe qui lui était familière, le cœur gonflé de joie à l'idée des retrouvailles. Mais lorsqu'il parvint au lieu de rendez-vous, il ne vit pas la silhouette de la petite fille qu'il connaissait. C'était le cousin de Pugy, devenu un grand garçon, qui vint à sa rencontre à cheval. Et la grand-mère, qui aimait en rire, ne souriait plus jamais. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Le ciel nocturne de la steppe était vaste et silencieux. Sur la table, Sekino aperçut une photo funéraire qui lui était familière. C'était Pugy, cette fille si forte et si souriante. À l'âge de 12 ans, elle fut victime d'un accident sur le chemin du retour de l'école, et n'eut même pas le temps de passer l'examen de remise des diplômes prévu le lendemain. Elle quitta ce monde pour toujours. Qui aurait pu imaginer qu'en quelques années à peine, tout changerait à ce point? Cet enfant prodige de la steppe, que le ciel semblait enchérir, ne parvint jamais à quitter la steppe qu'elle aimait tant, pour découvrir le monde au-delà. Sa vie s'est figée pour l'éternité à 12 ans, à l'âge le plus éclatant. Elle ne réalisa jamais l'avenir dont elle avait rêvé. La vie si brève de Pugy semble n'avoir rien vécu, et pourtant elle aura traversé toutes les souffrances du monde. La pauvreté, la perte d'un parent dans l'enfance, l'éclatement familial, les catastrophes sans fin. Finalement, le destin lui arracha même sa jeune vie. Le ciel lui avait donné un caractère fort et courageux, mais ne lui accorda guère de compassion. Pourtant, ce qui apporte un léger réconfort, c'est que la petite Pugy, si éprouvée, a enfin retrouvé sa mère tant aimée. Dans un autre monde, dépourvu de toute souffrance, mère et fille se tiennent étroitement embrassées, n'ayant plus jamais à connaître la séparation. L'histoire du film s'achève ici, brusquement, mais le chagrin et l'impuissance continuent de hanter longuement le spectateur. Le destin de cette mère et de cette fille, sur la steppe mongole, est le reflet, sur un être individuel, des transformations de l'époque et de l'indifférence de la nature. La rudesse de l'environnement, les bouleversements sociaux, la lutte pour la survie et l'irruption soudaine de la mort. Tout cela rend la souffrance si concrète, si lourde.
Pourtant, la ténacité et la bonté, dont la famille de Pugy a fait preuve face au poids de l'existence, ont tout autant profondément bouleversé tous ceux qui les connaissaient. Leur histoire nous apprend que la souffrance n'a rien de glorieux à célébrer, elle n'est que souffrance. Ce qui brille véritablement, c'est l'amour humain qui, malgré l'épreuve, continue de se soutenir et de ne jamais abandonner les siens. Dans les jours ordinaires, cette famille vivait chacune de ses journées avec optimisme et labeur. Point de belles paroles, seulement l'entraide au quotidien. Des années plus tard, les gens se souviennent encore distinctement de Pugy et de sa famille. On se souvient de cette petite fille, superbe sur son cheval lors de leur première rencontre. On se souvient de son visage rayonnant, quand elle façonna un bonhomme de neige, juste après l'averse. On se souvient de la petite fleur rouge, qui flottait au vent dans ses cheveux, le premier jour d'école. On se souvient de l'oncle, impatient, qui lui apporta une poignée de bonbons à la porte de la classe. Du rire joyeux quand toute la famille partageait le yaourt séché et le fromage. Ces moments brefs mais chauds, au milieu des épreuves, étaient comme un rayon de soleil perçant à travers la yourte en hiver, illuminant leur existence. Et quand la famille se serrait dans une étreinte, se veillant les uns les autres, c'était là la plus grande richesse de la steppe mongole. Aussi violente que soit la tempête, aussi cruel que soit le destin, rien ne saurait effacer le sourire sur leur visage, ni l'amour dans leur cœur, quand ils sont ensemble, telles les fleurs de Jeusan, qui fleurissent à jamais sur l'immense steppe. La vie de Pugy, si forte et si pure, fut brève, mais elle a brillé d'un éclat qui touche au plus profond du cœur, et demeure gravée dans la mémoire de chacun ayant entendu cette histoire. Que cette steppe jouisse à jamais d'un ciel serein, et que les âmes bonnes et courageuses trouvent enfin la paix. Ici Doramon, à la prochaine fois.